Le pilote de série, vous en avez tous entendu parler, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti. Winter is coming. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! It's gonna be legend. Wait for it. Punaise! Harry. Goddamn right. Salut les sérivores et bienvenue, c'est Marty, je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne. Vous l'aurez compris, ici on va parler séries télé, que vous commenciez à vous y mettre ou que vous soyez un consommateur plus averti, l'idée c'est de vous partager ma passion des séries du mieux que je peux avec le meilleur contenu, le tout avec bienveillance. Dans cette première vidéo, on va parler d'un élément clé dans une série, son pilote. Un pilote c'est quoi? Quels sont les différents types de pilotes qui existent? Comment les pilotes ont évolué avec le temps? Et enfin je vous dévoilerai mes pilotes de série les plus marquants. On va commencer avec la définition de ce qu'est un pilote. C'est l'épisode qui sert à poser les bases de l'intrigue principale et à définir l'univers, les personnages et le ton de la série. En fait, c'est un épisode test. Il peut être tourné bien avant la commande d'une saison complète. Si le pilote est convaincant, la série est commandée, sinon elle peut finir aux oubliettes. C'est un procédé qui est très bien montré dans un des épisodes de la série Apple TV+, The Morning Show, où on suit le quotidien d'un gros network. On y voit comment un directeur de la production et de la programmation peut influencer sur la faisabilité tout entière d'une série sur la simple base du visionnage de son pilote. Vous imaginez s'il est mal luné, s'il a mal dormi, s'il n'est pas concentré, s'il passe à côté d'un chef-d'œuvre? À l'issue de ce visionnage, le pilote peut être soit validé, soit modifié ou tout simplement abandonné. En 2016, le magazine Variety estimait que seulement un quart des épisodes produits étaient présentés au public. Voyons maintenant quels sont les différents types de pilotes qui existent. En premier, il existe ce qu'on appelle tout simplement le pilote traditionnel. C'est le format classique, c'est un épisode qui va être entièrement tourné pour tester la série. Un exemple, Breaking Bad. Dès le pilote, on est plongé dans l'univers de Walter White et l'intrigue est posée ainsi que les enjeux et ça nous donne envie d'en voir plus. Un autre exemple parfait, Friends. Son pilote pose tout ce qui fera le succès de la série, l'alchimie entre les personnages, le ton, l'humour, l'ambiance, le type de décor très sitcom des années 90, comme le Central Perk, les rires enregistrés, etc. Deuxième type de pilote, ce qu'on appelle le backdoor pilote. Dans ce cas précis, le pilote est directement intégré à une série existante dans le but de tester un spin-off. Et je vais vous parler d'une série que tout le monde connaît aujourd'hui, créée par Donald Bellisario et diffusée à partir de 2003, NCIS. 22 saisons, 478 épisodes, un univers étendu avec des spin-offs à Los Angeles, Nouvelle-Orléans, Hawaï, Sydney. Je suis sûr qu'on a tous vu passer un épisode de NCIS au moins une fois à la télé. Mais il faut savoir que NCIS est une série dérivée. En effet, les personnages de Gibbs, Dinozzo, Abby et Ducky font leur première apparition dans les épisodes 20 et 21 de la 8e saison de la série JAG. Déjà produite par Bellisario entre 1995 et 2005, elle traitait déjà d'enquête et de justice dans l'armée aéronavale américaine. Si jamais les séries vous intéressent ou que vous avez envie de les revoir, elles sont dispo sur Amazon Prime. Troisième type de pilote, ce qu'on appelle le pilote remanié. Parfois il arrive qu'un pilote soit tourné mais jugé insuffisant ou mal adapté et dans ce cas il est entièrement refait. Et attention parce qu'on va parler de peut-être le pilote le plus emblématique dans ce cas-là, Game of Thrones. À l'automne 2009, le réalisateur Tom McCarthy, qui sera récompensé aux Oscars pour son film Spotlight, tourne une première version du pilote qui va être complètement refusée par HBO. Ce qui est marrant, c'est qu'à part les producteurs, personne ne l'a jamais vu. Malgré tout, en 2013, il y a une copie qui a fini par fuiter sur le net. Quoi qu'il en soit, HBO va tout repenser, va quasiment tout retourner, va changer certaines scènes et va même se permettre de changer quelques acteurs. Tom McCarthy se fait virer et est remplacé par Tim Van Patten, un scénariste et réalisateur bien connu de la maison HBO, puisqu'il a déjà travaillé sur des séries HBO comme Les Sopranos, The Wire, Sex and the City, Deadwood, Rome, The Pacific et Boardwalk Empire. Autant dire une carrière plutôt solide. Et c'est donc lui qui va tourner la version que nous connaissons aujourd'hui. Dans la première version, le ton de la série était déjà plus conforme et plus proche de celle des livres, beaucoup plus dur, beaucoup plus rigide. Les décors et le lieu de tournage n'étaient pas les mêmes, McCarthy avait repris le château Kingdom of Heaven. Initialement, le pilote avait été tourné en Écosse et au Maroc, puis finalement ils se sont réorientés sur l'Irlande du Nord, Malte et la Croatie. Il y a des éléments qui ont été réécrits, comme la relation entre Jaime et Cersei qui était beaucoup plus floue et beaucoup moins explicite que ce qui est montré dans le pilote que nous connaissons. Un autre exemple, la fratrie Stark était censée être beaucoup moins proche dans la première version. Par exemple, la scène où les frères tirent à l'arc avec Sansa et Arya en arrière-plan n'existait pas. Passons maintenant au changement d'acteur. Un des plus importants de ce début de série, c'est Catelyn Stark, qui a d'abord été campée par Jennifer Hale avant d'être remplacée par Michelle Fairley. Si Daenerys Targaryen est aujourd'hui un personnage incontournable de la pop culture, il faut savoir que Emilia Clarke n'était pas la première actrice engagée, mais bien Tamzin Marchant. Un autre point qui est différent dans les deux versions, c'est l'apparition des marcheurs blancs. Si les deux versions commencent à peu près de la même façon avec les patrouilleurs de la garde de nuit, les marcheurs blancs apparaissent d'emblée à l'écran dans la première version du pilote, là où il faut attendre la deuxième saison pour les voir vraiment à l'écran, en détail. À titre personnel, je trouve qu'il est plus intéressant de créer de la crainte par la suggestion plutôt que par une démonstration plus brutale à l'écran. On peut rajouter d'autres éléments qui ont été modifiés entre les deux versions, comme le fait que la plupart des acteurs avaient une perruque blonde, que des scènes ont été raccourcies et que même George R. Martin y fait une apparition en caméo. Je vous mets juste ce petit extrait de Kit Harington qui disait ça en interview à la BBC concernant ce fameux pilote. Une autre série qui fait partie de mes séries préférées, à savoir Sherlock, possède aussi un pilote bien différent et plus sombre que celui que nous connaissons, où l'addiction de Sherlock est bien plus mise en avant. Vous trouverez le pilote sur Dailymotion et je vous mettrai le lien en description. Voilà, on a fait le tour sur les différents types de pilotes qui existent et vous pouvez constater qu'une série passe par énormément d'étapes afin que nous puissions en voir le premier épisode. Et allez savoir, on est peut-être passé à côté de chef-d'œuvre.
On va maintenant s'intéresser à comment le pilote a évolué à travers les années. Alors il faut savoir que dans les années 50 à 70, soit à l'époque des grandes chaînes américaines NBC, ABC, CBS, le pilote était une norme très stricte, très codifiée. Les studios produisaient des épisodes pour convaincre les diffuseurs, très peu de flexibilité était laissée aux créateurs et la mise en production était très formatée. Une des plus grosses séries de ces années-là, Star Trek, qui a commencé en 1966, a d'abord proposé un pilote qui s'appelle The Cage, que NBC a refusé, avant qu'un second pilote, Where No Man Has Gone Before, soit accepté. Dans les années 80 et 90, la façon de consommer la télé change. Avec le développement de plus en plus important de la télévision câblée, les chaînes commencent à commander des saisons entières sur la base de pilotes réussis. Et c'est en 1990 qu'une des séries les plus influentes de l'histoire va débarquer sur les écrans, Twin Peaks. Le pilote est écrit par Mark Frost et David Lynch, et réalisé par David Lynch lui-même. David Lynch qui était déjà un cinéaste de renommée mondiale puisqu'il avait réalisé les films comme Eraserhead, Elephant Man, Dune, Blue Velvet et Sailor et Lula qui sortaient la même année que Twin Peaks. Avec ce pilote, Twin Peaks va complètement casser les codes de la série télé et va poser un ton totalement novateur pour l'époque, avec une vraie vision cinématographique et une vraie vision artistique, ainsi que d'une durée de 94 minutes, soit l'équivalent d'un téléfilm. Un autre exemple avec l'une des séries les plus influentes de l'histoire des séries télé, Les Sopranos. Les Sopranos va à sa façon aussi casser les barrières de la série télé et va être la première à marquer l'ère de l'anti-héros à la télévision. La chaîne HBO va tenter de se démarquer par le ton donné à ses séries, mais surtout par l'importance de la confiance accordée à ses auteurs qui sont les véritables décisionnaires des shows. On peut aussi par exemple citer X-Files qui par son ambiance paranoïaque va devenir pionnière dans le genre de la science-fiction. Si je vous dis année 2000, on va penser arrivée d'Internet, Snake sur 3310, coupe fixation béton ou encore MSN. Mais ces années-là vont aussi être la confirmation des grandes séries HBO, Showtime et ABC qui vont changer la donne. Les séries deviennent de plus en plus cinématographiques. 22 septembre 2004, Lost débarque sur les écrans avec un budget colossal de 10 millions de dollars pour son pilote, ce qui en fera à l'époque le plus cher de l'histoire. En 2006, Dexter débarque avec un concept novateur sur le thème de l'anti-héros où le protagoniste est un serial killer. De son côté, Mad Men sort en 2007 et met en place une atmosphère soignée et un storytelling plus mature. Au début des années 2010 et après un léger creux, HBO va rectifier le tir et se montrer de nouveau ultra ambitieux avec en 2011 l'arrivée du succès phénoménal que tout le monde connaît aujourd'hui, Game of Thrones. Mais un an avant, il y a une série qui remet la chaîne câblée sur le devant de la scène, c'est Boardwalk Empire. Et pour ça, HBO va mettre les moyens. Une série ultra ambitieuse sur la prohibition, un casting 5 étoiles, un budget colossal de 18 millions de dollars rien que pour le pilote, et à la réalisation du pilote, Martin Scorsese. Aujourd'hui, on vit dans une époque où tout va très vite et on a moins le temps de faire les choses. Netflix, Amazon Prime, Disney+, l'apparition des plateformes de streaming participe à la multiplication toujours plus importante du nombre de séries qui sortent chaque année, à tel point que la plupart des choses sautent l'étape du pilote pour commander directement des saisons complètes. Par exemple, Stranger Things, qui sort en 2016, n'a jamais connu de pilote test au sens traditionnel. Pourtant, elle a su séduire en surfant sur la thématique rétro-nostalgique années 80 qui était très en vogue au moment où la série est sortie. De même que The Witcher, qui sort en 2019, qui a été commandé directement en série après un script convaincant et surtout tiré d'un univers très connu des gamers. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les étapes essentielles du pilote et de leurs évolutions. On va passer maintenant à mon top 5. Alors je vais vous parler des 5 pilotes de série qui m'ont personnellement le plus marqué, des pilotes que j'ai vus à des âges différents de ma vie et qui m'ont marqué pour des raisons différentes. Évidemment, on est sur un top complètement personnel et subjectif, chacun se fera son avis évidemment. La question est aussi de savoir qu'est-ce qu'on attend d'un bon pilote. Personnellement, j'ai envie et j'adore être embarqué dans un nouvel univers, saisir la subtilité des personnages et évidemment être séduit par l'intrigue. Si en plus la réalisation est soignée et sert le propos, alors là c'est jackpot. Et pour moi, le pilote qui réunit tous ces éléments, notamment sur ces dernières années, c'est le pilote de Succession. Succession est une guerre de pouvoir au sein de la famille Roy, une famille aussi riche et puissante que dysfonctionnelle, prête à tout pour hériter d'un empire médiatique dirigé par Logan, le patriarche impitoyable. Ce que j'ai adoré dans ce pilote, c'est que le ton est posé tout de suite. On sait à qui on a affaire, on sait qui sont les personnages, quelles sont leurs relations entre eux, quels seront les enjeux. La série ne nous raconte aucune salade. On a affaire à Logan Roy, le patriarche à la tête de l'empire médiatique qu'il a créé, charismatique et tyrannique, mais aussi vieillissant et affaibli par sa santé. On y découvre aussi ses enfants avec Kendall, le jeune loup qui veut tuer et remplacer le père mais qui ne semble pas avoir les épaules pour lui faire face. Roman apparaît comme le petit con sans filtre mais à l'intelligence et au potentiel certain. Il y a Connor, l'aîné, le brouillon, excentrique et déconnecté et surtout désintéressé, en retraite de cette course au pouvoir car il a compris quelle était sa place. Enfin, Shiv, la dernière, probablement la plus intelligente mais aussi la moins fiable, dévorée par son ambition qui va montrer qu'elle sera à prendre au sérieux malgré son statut de benjamin de la famille et surtout de femme. Elle est accompagnée de Tom, son fiancé, qui va être peu pris au sérieux par la famille. Il est un peu la pièce rapportée dans cet univers d'ultra riche. Il est arriviste et cherche surtout à être bien vu par Logan. Et enfin, le cousin Grey qui sera la touche comique que Tom va prendre sous son aile et surtout persécuter. Donc grâce à ce pilote, je suis directement rentré dans la série grâce à la qualité d'écriture des personnages et les acteurs. Grâce à tout ça, j'ai vu où la série allait m'emmener et c'est devenu depuis une de mes séries préférées. Deuxième pilote, on en a déjà parlé, mais comment ne pas citer Breaking Bad?
On nous présente Walter, prof de chimie sous-payé, diagnostiqué d'un cancer qui décide de fabriquer de la méthamphétamine avec l'aide de Jesse, un ancien de ses élèves, pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce que j'adore dans ce pilote, c'est qu'il se passe déjà énormément de choses. Il y a de l'action, il y a de la tension, il y a beaucoup d'humour. Je me rappelais pas que le pilote était aussi drôle, il est presque cartoonesque des fois, revoyez-le. Les enjeux sont hyper bien posés avec les différents personnages de la série. Alors je sais que la saison 1 est parfois boudée un petit peu parce que les gens trouvent que c'est un petit peu lent, etc. à se mettre en place. Ce que je ne partage pas forcément parce que je trouve que dès la saison 1, il se passe déjà énormément de choses. Alors, évidemment, il était impossible de prévoir à ce moment-là l'effet qu'aurait Breaking Bad sur moi. En tout cas, je trouve que c'est un super pilote et c'est un super épisode. Mon troisième pilote, c'est The Shield. Si vous voulez un pilote qui frappe fort d'entrée, The Shield c'est une référence absolue. La série va révolutionner le genre policier au début des années 2000 dans un concept fort puisqu'on entre dans le monde d'une unité de police corrompue à Los Angeles menée par Vic McKay. Un anti-héros magistralement interprété par Michael Chiklis qui gagnera un Emmy Award à la surprise générale en 2002 puis un Golden Globe en 2003. Dès le premier épisode, on est plongé dans une ambiance brutale, crue et réaliste. Et surtout, ce qui rend ce pilote inoubliable, c'est son final, car il montre quelque chose qui n'avait jamais été fait à la télé. Et là, je suis désolé les amis, mais je vais être obligé de spoiler un petit peu, donc si vous n'avez pas vu la série, bouchez-vous les oreilles. Dans la dernière scène, Vic et son équipe font une descente dans un appartement de dealer. S'ensuit une fusillade et Vic, officier de police, va tout simplement abattre un de ses collègues qui enquêtait sur lui. Je pense qu'on a tous été choqués par ce final qui nous a fait comprendre que la série ne nous fera aucun cadeau et aucun compromis. Pour le quatrième pilote, direction la Floride et Miami, et on parle de Dexter. Imaginez une série où le héros est un serial killer, mais un serial killer qui tue les criminels impunis. Le pilote est glaçant et captivant. Dès les premières secondes, on entre dans la tête de Dexter, narrateur à la fois charmant et effrayant. Grâce à la voix off, on comprend rapidement son code moral, son double jeu entre la vie normale où il fait tout pour apparaître comme Monsieur Tout-le-Monde et ses pulsions meurtrières. Il y a plusieurs choses que j'ai aimé dans ce pilote. Déjà, le concept, un serial killer en héros principal. J'ai aimé le contraste entre le décor chaud de Miami et la froideur du personnage de Dexter. Et enfin, Dexter va trouver un adversaire à sa taille en la personne du tueur de glace, et j'ai beaucoup aimé en fait le jeu du chat et de la souris qui va se mettre en place tout au long de la saison 1. Enfin voilà, une intro que j'ai trouvée brillante et qui m'a tout de suite donné envie d'enchaîner. Enfin, mon cinquième pilote est peut-être la série la moins connue de toutes celles que je vous ai citées, The Night Of. The Night Of propose un pilote magistral de près d'1h20. On y suit Naz, un étudiant new-yorkais d'origine pakistanaise qui emprunte le taxi de son père pour aller à une soirée. En chemin, il rencontre une jeune femme qui monte dans son taxi. Naz passe la nuit avec elle et se réveille aux côtés de son cadavre. Il ne se souvient de rien. Donc ce que j'ai adoré dans ce pilote déjà, c'est l'ambiance. On est plongé dans un New York très froid, très gris, très oppressant. Puis l'interprétation de Riz Ahmed est absolument phénoménale, elle le sera tout au long de la série. Et puis tout simplement l'intrigue, en fait, tout au long du pilote, il y a une montée de la tension et de l'angoisse qui est permanente jusqu'à un final absolument suffocant. Donc dans son registre, je trouve vraiment que c'est un pilote assez phénoménal. Regardez The Night Of, vraiment, je vous la conseille, c'est une des meilleures mini-séries que j'ai vues, ça a été une de mes plus grosses claques de ces dernières années. C'est une série que j'ai découverte pendant le confinement. Regardez The Night Of, vraiment. Voilà pour mes 5 pilotes de séries préférés. Alors on a déjà parlé aussi de Mad Men, des Sopranos, de Lost et de Twin Peaks. Il y a d'autres épisodes pilotes que j'aurais pu citer, les voici. Sherlock, une étude en rose. L'adaptation de l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle mais à l'ère moderne, à l'œuvre singulière, avec beaucoup d'humour, une qualité d'écriture et de mise en scène exceptionnelle en introduisant 2 acteurs très peu connus à l'époque, mais remarquables et complémentaires. The Boys, qui dès la première scène nous met dans le bain et nous prévient qu'on va pas regarder quelque chose d'habituel et que la série va être rafraîchissante et irrévérencieuse à souhait. Tchernobyl, un épisode parfait où la tension va être palpable tout du long et la qualité de la mise en scène et de la narration des événements sont absolument incroyables. Black Mirror, dont le concept novateur et surtout le final nous aura tous marqués. Enfin bref, il existe énormément d'excellents pilotes, chacun aura ses préférences et c'est ça la beauté de la chose. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont les pilotes qui vous ont le plus marqué et quel est votre préféré. On arrive déjà à la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, d'en parler autour de vous, ça donnera de la force et ça fait évidemment très plaisir. C'était Marty et quant à nous, on se retrouve au prochain épisode. Enfin, si toutefois vous validez ce pilote. Ciao!